Bonsoir et bienvenue dans vos conversations. Mon invitée ce soir, Clémentine Autain, donc députée insoumise de Seine-Saint-Denis et qui publie À gauche en sortant de l'hypermarché. Dans la deuxième partie de l'émission, on retrouvera nos décrypteurs. Ce soir, je serai entourée de l'éditorialiste Nicolas Domnac et de l'historien Fabrice Dalméda. Avec eux, on va se demander comment on peut déconfiner intelligemment. Et puis on se penchera aussi sur la loi sur le séparatisme qui désormais ne dit plus son nom. Ce sera ensuite l'heure de la carte blanche de l'écrivain Christophe Onodibio qui va s'intéresser à Hold Up, ce documentaire complotiste qui laisse entendre que la Covid-19 serait une machination des élites visant à éliminer une partie de l'humanité. Et puis on terminera avec les pépites dénichées par Jérôme Buskin ce soir. Clémentine Autain, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous consacrez votre livre aux grandes surfaces, donc on va commencer par parler des commerçants, puisqu'on peut dire qu'ils sont vraiment sous les projecteurs. Hier, Jean Castex, qui était auditionné par l'Assemblée nationale, par la commission d'enquête sur la gestion de la crise sanitaire, a confirmé que l'hypothèse d'une réouverture pour le 1er décembre était toujours sur la table. Et cet après-midi, Bruno Le Maire, à l'Assemblée nationale, a demandé aux distributeurs de repousser la date du 27 novembre pour le Black Friday et de décaler cette date. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que cette demande du ministre de l'économie aux distributeurs était la bonne chose à faire pour essayer de trouver une façon de sortir de cette crise des commerçants ? Depuis le début de la crise, c'est assez impressionnant de voir le nombre de fois où Bruno Le Maire demande. Il demande aux grands distributeurs, aux grands groupes, au monde financier de faire des gestes, de ne pas reverser trop de dividendes. Et puis maintenant, il demande de bien vouloir reporter le Black Friday. On se demande si M. Le Maire gouverne et s'il est bien ministre de l'économie pour prendre des décisions, pour réglementer les choses, de telle sorte qu'on puisse partager les richesses et qu'on puisse empêcher, par exemple, que le Black Friday soit une orgie pour des groupes comme Amazon et une catastrophe financière pour tout le tissu des petits commerçants de notre pays. C'est un choix de société, au fond, que défend Bruno Le Maire. Il est trop conciliant à l'endroit du capitalisme, pour appeler ça comme ça. Il n'y a pas de contrainte. Donc il incite, il demande de bien vouloir. Mais ça n'existe pas. Il essaie de défendre les petits commerces depuis le début de cette crise sanitaire. Dans les mots, dans le vocabulaire, mais dans la réalité concrète, il fait pression sur le gouvernement auquel il appartient pour essayer de faire entendre la voix des petits commerçants. C'est lui qui porte cette voix. Alors écoutez, le problème, et c'est d'ailleurs un des problèmes avec le gouvernement, c'est que sur un certain nombre de sujets, comme l'écologie, le féminisme, nous avons des propos de communication. Et c'est pareil sur les commerces de proximité, où j'entends parfois, dans la bouche de ministres, des propos très chaleureux à l'égard des commerçants. Mais ce qu'ils attendent, c'est autre chose. Ce qu'ils attendent, c'est par exemple que quand il y a un choix qui est de fermer, de deux choses l'une, soit il y a à temps des aides qui sont versées suffisamment fortes pour permettre à ces petits commerces de tenir, soit le gouvernement assume qu'un certain nombre de commerçants mettent la clé sous la porte et potentiellement leur propre vie. Parce que c'est de ça dont il s'agit. C'est pas Carrefour, c'est pas Leclerc, c'est pas des grands groupes économiques. Ce sont des petites entreprises où parfois ceux qui ont pris le risque l'ont fait sur leur maison, sur leur voiture, qui sont gagés pour faire tenir l'entreprise. Donc là, c'est irresponsable de la part du gouvernement. Vous savez qu'au moment où ils annoncent la fermeture, ils décrètent que l'aide va être versée, mais l'aide risque d'arriver concrètement sur le compte en banque d'un certain nombre de commerçants au moment où peut-être ils auront mis la clé sous la porte. C'est ça la réalité. Et en plus, il n'y a pas d'information. Il faut comprendre. C'est-à-dire que savoir qu'est-ce qu'on peut mobiliser, quand arrive l'aide, qu'est-ce qu'on a le droit de faire, pas le droit de faire, l'information gouvernementale n'arrive pas à temps. Donc, vous voulez dire que le gouvernement tâtonne et est irresponsable en la matière, dans l'accompagnement bien sûr, des petits commerces. Pas simplement des petits commerces. Mais on l'a vu depuis le début. On a vu le problème des masques, la difficulté avec les tests, ou alors l'inanité de politique. Et j'en dis juste un mot là, mais je veux dire, on a une crise sociale terrible. On va y revenir.
qui arrive. On y arrive à la crise sociale, c'est promis. Restons juste un tout petit peu sur Amazon, parce que vous avez signé, vous faites partie des signataires de cette tribune, stopper Amazon avant qu'il ne soit trop tard, publié lundi, pour demander l'instauration d'une taxe exceptionnelle sur le chiffre d'affaires d'Amazon. Est-ce que là, vous avez quand même le sentiment qu'il y a un élan autour de cette question? Oui, je sens un élan dans la population, c'est une prise de conscience, c'est-à-dire que nous sommes sommés, en fait, quelque part, si on veut faire nos cadeaux de Noël, si on veut parfois tout simplement s'acheter un vêtement pour un enfant qu'on a besoin parce qu'il a grandi. Enfin, il y a plein de besoins essentiels qu'on ne peut pas couvrir aujourd'hui quand les magasins sont fermés. Et donc, ça nous oblige à recourir à la vente en ligne. Et la vente en ligne, évidemment qu'elle est plus compétitive pour des grands groupes qui ne paient pas leurs impôts en France que pour des petites entreprises qui essayent de faire du click and collect. Je ne vous apprends rien. C'est ça la logique de la loi du marché et de la globalisation néolibérale. Bashing, est-ce que vous avez peut-être entendu, même Laurent Berger, donc secrétaire général de la CFDT, a mis en garde contre l'idée de cogner Amazon. C'était ce matin, vous l'avez peut-être pas entendu, c'était ce matin sur LCI. J'ai entendu sur Amazon Laurent Berger. Il ne faut pas oublier que Amazon, ce sont aussi des salariés en France. Et il faut tenir compte de l'impact que ça a aussi sur ces travailleurs. Amazon, c'est un acteur du monde économique et du monde commercial aujourd'hui. Et s'il existe, c'est qu'il y a des citoyens qui l'utilisent. Moi, je me méfie des jugements un peu hâtifs. Il faut boycotter Amazon, etc. Moi, je ne suis pas partisan de faire mes courses par Amazon. Je le dis franchement. Mais je n'ai pas de jugement de valeur à l'égard de ceux qui le font. Il y a des situations particulières. Par contre, il faudrait qu'Amazon soit davantage taxé. Voilà, donc il est contre le Amazon bashing parce que les salariés... Écoutez-le bien, oui. il dit faut qu'Amazon soit taxé. Oui. Pas de mépris pour ceux qui y recourent. Je suis totalement d'accord avec ça. Et troisièmement, il y a des salariés, d'ailleurs mal payés, souvent exploités, et dont il faut s'occuper, là encore, par la loi. Parce que c'est la loi qui peut permettre d'améliorer la situation des salariés d'Amazon. C'est la loi qui peut permettre de taxer ce groupe de telle sorte que le partage des richesses puisse ruisseler, et notamment vis-à-vis des petits commerces qui sont aujourd'hui en grande difficulté. Vous reprenez la métaphore de notre président de la République. Non, j'ironise sur la métaphore. J'ai bien compris. Parce que le ruissellement, écoutez, franchement, il fonctionne dans l'autre sens. Pour l'instant, nous cotisons pour que les hyper riches puissent vivre encore mieux. C'est ça qui se passe dans la société actuelle. Donc non, c'est pas ce que fait le gouvernement. Et quand il s'adresse aux puissants, de type Amazon ou d'autres, eh bien, il se couche et il demande, il quémande. Et quand il s'adresse aux petits, il fait la loi. Il leur interdit d'ouvrir. Vous avez vu ce qui est arrivé à cette libraire téméraire qui a dit « je ne ferme pas les portes ». Bon, voilà, allez hop, jugement, il n'y a pas de quartier. Donc la loi, c'est être ferme, le gouvernement, c'est être ferme, mais il l'est avec les petits. Mais vous n'incitez pas à la désobéissance sur le terrain de l'ouverture des magasins. Je comprends tout à fait le mouvement pour le boycott. Je comprends ce mouvement-là, si vous voulez. C'est l'expression d'une colère vis-à-vis d'un système économique, d'un modèle économique qui impacte nos vies. Moi, je n'ai pas envie, demain, que le commerce se fasse uniquement par le biais de paquets qu'on commande sur Internet, sans lien humain, qu'on reçoit par... Enfin, la Poste, c'est même plus la Poste, puisque ça a été totalement démantelé, mais en tout cas par des personnes qui sont sous-payées pour nous les livrer, et que soient, dans le même temps, démantelés les centres-villes, totalement désertifiés. Ce n'est pas la société dans laquelle j'ai envie de vivre. Et donc, je demande au gouvernement, voilà, qu'il agisse, et pas simplement qu'il fasse des trémolos dans la voie pour les petits commerçants, et qu'il demande aux grands groupes, s'ils veulent bien, s'il vous plaît, gentiment, surseoir sur le Black Friday. Ça va être une catastrophe si le Black Friday se maintient, et la colère des commerçants va être terrible. Dans votre livre, vous vous en prenez aux grandes surfaces. Donc ça s'appelle « À gauche en sortant de l'hypermarché ». Vous écrivez « Ne nous y trompons pas, l'hypermarché est un lieu politique. En y tournant et en y retournant, j'ai acquis la conviction qu'il donne à voir les impasses et les malaises contemporains, du fétichisme de la marchandise au gaspillage mortifère, de l'exploitation humaine au développement inégalitaire des territoires, de la mise sous surveillance de nos libertés au rythme accéléré de nos vies contemporaines. » Et vous écrivez « Le temple de la consommation absorbe les porte-monnaies et l'énergie libidinale pour les tourner vers l'acte d'achat et le désir de parvenir. » Oui. Vous souriez, mais ce sont vos mots. Ah, mais je souris, je signe et je resigne. Vous imaginez bien, tout à fait. Oui, j'ai choisi ce lieu justement. Mais vous en faites une métaphore, au fond, du malaise de notre société. Oui, parce que je pense que c'est un lieu qui catalyse, en fait,
les dysfonctionnements de la société contemporaine. Et c'est un lieu dans lequel, vous voyez, je vais finalement rejoindre un peu ce que disait Laurent Berger. Moi aussi, je vais dans les hypermarchés et j'y retourne, comme dans les centres commerciaux, parce que tout nous y amène. Et c'est pas parce qu'on y va et qu'on y retourne qu'on ne peut pas avoir un esprit critique sur ce lieu qui est en fait le lieu de la marchandise, une sorte de ronde de la marchandise, féerique un peu, puisqu'il se passe toujours quelque chose. Vous avez toujours une promotion, une fête de je ne sais quoi, ça bouge, ça tourne, il y a des couleurs, il y a une attirance, et c'est aussi un grand lieu de frustration, puisque c'est aussi tout le désir qui est suscité, mais que vous ne pouvez pas vous payer. Quand vous avez un porte-monnaie évidemment très contraint, mais même quand vous avez plus d'argent, en fait, c'est un lieu total de frustration et de grande vacuité, parce qu'il prend nos désirs, il capte nos désirs, nos envies, en créant des besoins artificiels, au lieu de répondre à nos besoins véritables, et au lieu aussi de nous tourner vers ce qui, à mon sens, aurait davantage de sens. C'est le cas de le dire, à mon sens, ça aurait davantage de sens, c'est-à-dire des biens culturels, du lien, c'est-à-dire des activités qui nourrissent davantage et qui ne sont pas tournés vers le monde marchand. Vous dites dans cette course à la possession, vous écrivez, dans cette course à la possession illimitée, donc l'hypermarché véhicule et matérialise les valeurs d'une société adossée à la loi du profit et courant à sa perte, carrément. Oui. Que ça, c'est ce qu'on sent de bout en bout dans votre livre, c'est en fait, voilà, on court vers notre perte. Oui, parce que quel est l'objectif de ceux qui tiennent ces grands espaces ? C'est de dégager davantage de profit. L'hypermarché, c'est le lieu de toutes les promotions, mais il y en a une qui a quasiment jamais de promotion, c'est la caissière du supermarché qui y travaille. Ça veut dire qu'il faut faire quoi, Clémentine Autain ? Il faut les fermer, ces hypermarchés ? Qu'est-ce qu'on en fait ? Il ne s'agit pas de fermer demain matin. Je ne propose pas une loi pour fermer tous les hypermarchés. Je propose qu'il y ait des lois qui, en effet, contraignent à l'avenir l'hypothèse de faire des grands lieux comme ça, dans les périphéries urbaines, et puis maintenant dans les centres commerciaux, c'est quasiment une ville entière, puisqu'on y trouve la poste, la banque, le coiffeur, enfin on peut tout faire à l'intérieur, alors que l'objet c'est de vous attirer vers l'acte d'achat et que les centres-villes se désertifient. Et qu'en plus vous avez besoin de votre voiture pour y aller. Donc c'est aussi le monde du tout-voiture, de l'hyperconsumérisme et du tout-voiture. Donc je propose qu'on ait des logiques politiques avec des lois qui permettent de réorienter les choses de telle sorte que l'activité économique réponde aux besoins essentiels et non aux besoins superflus. Et les besoins superflus, vous le savez... Attention, avec les besoins essentiels et non essentiels, on va revenir sur les terminologies du gouvernement qui a estampillé on n'est pas forcément d'accord. Voilà, ouais. Commerce essentiel et commerce non essentiel. Et voilà, mais qu'est-ce qui est essentiel à la vie ? C'est quand même une vraie question. Moi, je pense que... Parce que vous n'avez pas exactement la même typologie que le gouvernement. Qu'est-ce qui fait la vie ? La vie sans pouvoir aller chez son coiffeur où il y a du lien social, la vie sans pouvoir aller au cinéma, la vie sans pouvoir s'acheter de livres. Vous auriez fait le choix inverse du gouvernement. Vous auriez maintenu les petits commerces créateurs de convivialité et de lien social dans la période actuelle et vous auriez fermé les grands hypermarchés. D'un point de vue sanitaire, excusez-moi, mais les petits espaces sont probablement moins dangereux que des grands espaces fermés, climatisés, dans lesquels passe beaucoup de monde. Donc il y a un sentiment d'aberration là-dedans. Mais ce que je veux vous dire, c'est que par des politiques publiques, on peut réorienter en faveur du commerce de proximité, du droit à la ville. Droit à la ville, ça veut dire que dans la ville, on peut justement accéder à tous les biens essentiels qui font qu'on a une vie chouette. Ça veut dire accéder à la santé, avoir un hôpital de proximité, accéder à des espaces culturels, à du sport. Vous voyez, c'est ça, à des commerces de proximité avec des façons de se nourrir qui sont accessibles et de qualité. C'est ça l'objectif. Alors cette crise sanitaire, vous en parliez, elle creuse les inégalités et elle aggrave la pauvreté. Vous écrivez « Les files d'attente devant les banques alimentaires se sont allongées de façon saisissante, plongeant de nouveaux publics dans la détresse. On a vu s'ériger dans des locaux associatifs comme dans des centres sociaux municipaux des montagnes de riz, de lait ou de gel douche prêts à être distribués aux familles, aux étudiants. Et dans le même temps, le nombre de repas servis par les centres communaux d'action sociale aux personnes isolées a grimpé en flèche. La réponse du gouvernement, écrivez-vous, fut quant à elle tout à fait révélatrice, tardive et de bien basse intensité. Vous savez que les associations qui travaillent dans le secteur de la solidarité et de l'humanitaire demandent aujourd'hui 1 milliard. Pas considérable, 1 milliard. N'arrivent même pas à dégager ce milliard pour permettre de faire ce travail-là. Donc, je pense qu'en effet, quand on regarde les volumes, et nous sortons d'un débat budgétaire intense, quand on regarde les volumes qui sont attribués pour lutter contre la pauvreté, ou les volumes, par exemple, des milliards, mais des milliards, je vous parle de dizaines de milliards, qui sont distribués
aux grands groupes économiques, sans contrepartie ni sociale ni environnementale, on se dit que le gouvernement a un sens des priorités complètement lunaire. Complètement lunaire. En période de crise considérable, de dépression économique, qui plonge dans la précarité, dans la misère, des pans entiers de la population, eh bien, l'urgence gouvernementale devrait être de permettre d'abord de pallier tout de suite à l'urgence de l'aide, d'augmenter les minima sociaux et donc d'aller chercher l'argent chez les hyper riches. Le Premier ministre a souhaité que l'État prenne à sa charge la dépense du RSA pour votre département, la Seine-Saint-Denis, qui pourrait, donc, dont le nombre de bénéficiaires du RSA pourrait atteindre 90 000 à la fin de l'année. Et donc il a dit que, exceptionnellement, parce que c'est pour votre département uniquement, eh bien, il reconnaît que les difficultés sociales permettent à l'État de se dire que là, il faut s'engager particulièrement. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça répond à la situation. Oui, alors je vais vous dire, ça fait très longtemps qu'on tire la sonnette d'alarme et je suis contente que nous ayons gagné une première bataille. On n'a pas gagné la guerre, comme dirait l'autre, mais nous avons attiré l'attention du gouvernement sur la spécificité de notre département. Mais c'est pas rien, parce que si vous voulez symboliquement et pécuniairement parlant... D'abord, c'est expérimental, j'attends de voir, parce que il faut que les gens qui nous regardent ne savent pas forcément. Vous savez, le RSA, à un moment donné, il a été... Donc, on l'a donné au département. On a dit au département, c'est vous qui allez le gérer. Le problème, c'est que l'État s'est engagé à l'instant T. On vous compense, c'est-à-dire on vous donne l'argent à l'instant T. Mais si le RSA explose, c'est le département qui d'année en année, prend à sa charge la différence. Donc comme ça a explosé en Seine-Saint-Denis, à un moment donné, même le budget de la Seine-Saint-Denis devient... oui, mais l'État dit maintenant... En incapacité de tenir. On prend à notre charge. Pour le département de la Seine-Saint-Denis et de façon expérimentale. Donc j'attends de voir les choses précises. Et je pense que la renationalisation du RSA est une urgence absolue. L'augmentation des minima sociaux est une urgence absolue. Or, le gouvernement ne fait pas ce choix aujourd'hui. Alors, il y a le Covid, mais il y a aussi un autre fléau en ce moment dont on parle beaucoup, le terrorisme islamiste. Le Monde a révélé cet après-midi, je ne sais pas si vous avez vu ça, que la semaine précédant sa décapitation, Samuel Paty avait échangé des mails avec sa hiérarchie, avec ses collègues. Et devant l'ampleur de la colère provoquée par son cours, il était désabusé. Il disait, en substance, que l'année prochaine, il allait s'abstenir de parler de liberté d'expression, qui changerait ses sujets de cours. Ça veut dire que sous cette pression islamiste, même les plus courageux abdiquent? C'est très dur, les échanges. Mais ça fait frémir quand oui, on lit ça. Je suis complètement d'accord. Mais en fait, ce qui fait un peu frémir, après, pour laisser les uns et les autres peut-être s'expliquer, je sais, là on a eu des fuites de SMS, c'est un peu difficile, mais moi, comme ça, dans ce que j'en ai vu, ce qui m'a frappé, c'est que ça ne commence pas d'abord par un soutien. Tu es menacé de mort, c'est inadmissible, on est avec toi. En fait, pour moi, ça, c'était le préalable absolu. Enfin, je ne sais pas comment dire, quelque chose d'absolu. Et c'est vrai qu'on ne le voit pas, là. On voit la discussion sur le débat pédagogique, qui peut avoir lieu. Bien sûr qu'il a le droit d'avoir lieu. On peut discuter entre enseignants. Et d'ailleurs, je connais des enseignants qui continuent de débattre de comment on enseigne cette liberté d'expression, qu'est-ce qui est le plus approprié pour convaincre. Et pour convaincre. Donc ça me paraît intéressant comme débat. Mais là, visiblement, le manquement a été le manque de solidarité devant une agression. À ce moment-là, seulement verbal, mais enfin quand même qui prend la forme d'une menace. Mais sur sa renonciation à lui, parce que c'est terrible. C'est glaçant au fond, parce qu'il a fait son boulot, il l'a bellement fait, et ensuite il l'a remise en cause au fond. Elle était oui, mais c'est parce qu'il ne s'est pas senti soutenu. Décision, bien sûr. C'est parce qu'il ne s'est pas senti soutenu et qu'il s'est senti menacé et voilà, après, moi, je ne suis pas personne ne peut être dans sa tête, et d'autant plus qu'il est mort et qu'il ne peut pas s'exprimer. Mais en tout cas, les échanges sont glaçants, en effet. Alors, après, 12 jours après son assassinat, vous avez publié une tribune dans Le Monde, et vous disiez « J'alerte, la France est en passe de perdre pied », je vous cite, « Au nom de la défense de la liberté et de la démocratie, notre pays s'enfonce dans le piétinement des libertés et de la démocratie. Le débat public est devenu un concours Lépine des idées d'extrême droite. » Ah oui. Oui, vous dites... Ah oui, je signe, je re-signe encore, bien sûr. Et vous voyez, cette semaine, c'est un bon exemple, puisque nous avons commencé le débat sur la fameuse loi de sécurité globale. Je veux dire, c'est la 9e loi depuis le début de ce quinquennat que nous avons pour atteindre les libertés, la démocratie, de remise en cause des lois sécuritaires, liberticides. C'est ça la réalité. On en est à la 9e. Vous voulez qu'on écoute Gérald Darmanin? Parce qu'il y a un article, l'article 24, dont on a parlé dans cette émission hier, qui fait particulièrement polémique, prévoit d'interdire les images de policiers diffusées dans l'intention de leur nuire. Il y est revenu ce matin, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, au micro d'Europe 1. On va l'écouter.
Ce texte de loi présenté par le député Fauvergue et la députée Toureau, les députés de La République En Marche, va gêner un certain nombre de personnes qui n'aiment pas la police. L'article 24 de la proposition de loi de M. Fauvergue et Mme Toureau prévoit qu'on ne peut pas mettre en ligne avec intention de nuire, sous l'autorité du juge. Ce n'est pas le ministère de l'Intérieur qui va décider ou les policiers eux-mêmes qui vont décider de mettre en ligne des vidéos qui mettent en intention de nuire donc les policiers et les gendarmes. Quand on s'attaque à un policier ou un gendarme, je crois qu'il y a, et la loi de la République va le prévoir, et c'est une très bonne chose, à les protéger davantage. Alors, contrairement à ce qu'on peut entendre chez certains opposants à ce texte, il ne sera pas interdit de filmer les interventions de police. Non, mais attendez. S'il y a une intention, alors c'est très très compliqué à prouver. Vous êtes dans une manifestation, vous voulez vous défendre, vous commencez à filmer, un policier peut vous interdire, vous prendre votre appareil et vous n'avez ensuite plus aucune preuve de rien. La liberté d'informer peut être là aussi totalement mise en cause. Et je suis désolée, pas plus tard qu'hier soir, vous avez une équipe de France 3 qui a été empêchée et France 3 en tant que telle met en cause le gouvernement parce que la liberté d'informer est aujourd'hui dans notre pays menacée. C'est ça la réalité. Et si vous voulez, c'est à bas bruit, de loi en loi, de petit bouger en petit bouger. On est en train de basculer dans un régime de plus en plus autoritaire. Et c'est ça qui m'inquiète et c'est sur ça que je veux me battre. Alors, je reviens sur votre tribune dans Le Monde. Vous parliez donc notamment de Manuel Valls, que vous accusiez de participer à ce concours Lépine d'extrême droite. Et puis vous citez, vos passes d'armes avec Manuel Valls, en effet, ne sont pas nouvelles. Et vous citez un autre exemple. Vous parlez du moment où l'essayiste Pascal Bruckner accuse donc la militante Rokhaya Diallo sur un plateau d'avoir poussé à armer, je cite, les islamistes. Il fait référence à une tribune écrite par Rokhaya Diallo. Vous avez vu la scène ? Vous avez vu la scène ? Elle est effrayante. J'ai vu l'émission, mais vous avez lu la tribune de Rokhaya Diallo ? Elle est effrayante, la scène. Clémentine Autain, est-ce que vous avez lu cette tribune ? Oui, je vois. Cette tribune, elle est terrorisante. Mais il y a d'autres tribunes qui ne m'ont pas plu, et notamment au moment de Charlie, je vais vous dire, il y a plein de choses qui ne m'ont pas plu. Mais ce qu'elle écrit, nous affirmons qu'un cocktail Molotov lancé la nuit dans des locaux vides et n'occasionnant que des dégâts matériels ne mérite pas une mobilisation médiatique et politique supérieure à celle, pour le moins discrète, qu'occasionne l'incendie ou la mise à sac d'une mosquée ou d'un cimetière musulman. Nous affirmons, il n'y a pas lieu de s'apitoyer sur les journalistes de Charlie, que les dégâts matériels seront pris en charge par leur assurance, que le buzz médiatique et l'islamophobie ambiante assureront certainement à l'hebdomadaire, au moins ponctuellement. Oui. Mais ça vous fait pas horreur, ça ? Mais ce qui me fait horreur, c'est que je suis en désaccord avec ce qui est écrit que vous venez de lire. Il n'y a pas de sujet. C'est rassurant, oui. Oui, mais Bruckner, c'est ça. Non, Bruckner, c'est de ça dont il l'accuse. Non. Il accuse d'être complice et responsable des tueries. D'avoir poussé à armer les islamistes par ce genre de propos. Je ne suis pas d'accord avec ça. Et vous voyez où est arrivé le niveau du débat. Et là, vous prenez cet exemple-là. Mais vous avez vu la polémique, moi, d'autres, dans ma famille politique, accusés d'islamo-gauchisme. Je ne sais toujours pas ce que ça veut dire, ce truc. Islamo-gauchisme, ça veut dire quoi ? Mais ça veut dire que vous êtes une des rares élus de la République qui dit le CCIF, j'attends de voir qu'on me dise que c'est mal. Alors même que... Et alors ? On est dans un état de droit ou on n'est pas dans un état de droit ? C'est insensé ce que vous êtes en train de dire. Les élus de la République ont à défendre l'état de droit. Le gouvernement veut dissoudre le CCIF parce que précisément il est accusé d'aller dans le communautarisme et le séparatisme. Et bien voilà. Et bien moi, c'est pas au doigt mouillé, Madame Cabana. On est dans un état de droit. On a des preuves ou on n'a pas. Ça correspond à des textes de loi ou ça ne correspond pas. Et si c'est l'arbitraire qui domine, je me battrai pour la liberté. Si l'on se bat contre les terroristes et qu'on veut en finir avec leurs théories mortifères et leurs pratiques inouïes, atroces, c'est parce que nous défendons notre modèle de démocratie et de liberté. Donc vous dites que vous n'avez pas de preuve que le CCIF fait le jeu de l'islamisme politique, de l'islam politique. Écoutez, je suis en train de vous dire très clairement que je n'accepterai pas que nous bazardions l'état de droit, les libertés publiques au nom de la lutte contre le terrorisme que nous menons, je vous rappelle, pour défendre notre modèle de liberté et de démocratie. Le ministre de l'Intérieur, vous voyez bien que c'est à ce moment-là que sur le ministre de l'Intérieur sur le CCIF, il dit que c'est une officine contre la République. Écoutez, il a plus d'informations que moi. Madame Cabana, il a plus d'informations que moi. Donc j'attends de voir. Pour l'instant, il ne l'a pas... vous êtes d'accord avec moi que pour l'instant, il ne l'a pas interdit ? Oui, mais... Vous êtes d'accord avec moi ? Pour l'instant, il ne l'a pas interdit. Ça allait se faire dans les jours qui arrivent. Écoutez, on va voir. Mais je vous dis, et je réaffirme ici, que le régime de l'arbitraire, pour moi, c'est non. Et je pense que c'est ainsi que nous gardons l'esprit Charlie.
Oui, alors vous avez entendu le président des Insoumis, Jean-Luc Mélenchon, qui a accusé le Charlie d'aujourd'hui, d'être islamophobe. C'était dans la Provence, Madame Cabana, le 18 décembre. Excusez-moi, pardonnez-moi de vous poser une question. Vous croyez sérieusement hein, que là, dans l'unité nécessaire dans notre pays, dont nous avons besoin pour combattre le djihadisme, d'accord ? Pas seulement, mais pour combattre le djihadisme, l'intégrisme aussi. Vous parlez du terrorisme islamiste quand vous dites ça ? Oui, du djihadisme, du terrorisme islamiste et de la montée aussi de formes de fondamentalisme divers et variés. Dans ce combat-là, sérieusement, vous pensez que je ne suis pas une alliée ? Sérieusement, vous pensez ça ? Et vous pensez que l'extrême droite, Marine Le Pen, qui elle se pavane sur tous les plateaux, en tout cas, qui à chaque fois qu'il y a un attentat est la première invitée, de la République... et on lui dit c'est formidable, il n'y a pas de problème. Vous ne croyez pas qu'il y a un petit sujet, non, mais un petit Clémentine Autain, si vous dites que vous êtes une alliée de la République, il faut le dire fort, parce que les ennemis de la République aujourd'hui, ils se servent de vos déclarations pour les récupérer politiquement. Vous avez vu ça ? Oui, bien sûr. Vous avez vu ces médias proches des frères musulmans qui utilisent ce que vous dites. Mais est-ce que ça vous gêne pas ? Mais évidemment que je suis opposée. Le sujet. Mais bien sûr que je suis opposée. Moi, je ne vous suspecte pas d'adhérer Moi, à ça. je vous dis que la question de la République, elle a toujours suscité débat. Il n'y a pas une version. Ça a toujours été l'objet de débats politiques. Mais est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a des mises au point à faire pour vous, pour que précisément ces ennemis de la République ne vous utilisent pas ? Mais c'est ce qu'ils veulent faire. Mais vos propos leur permettent de le faire. Mais non, c'est pas vrai. C'est vos propos, c'est vos insultes permanentes, Madame Cabana. C'est l'acharnement que vous faites en permanence contre nous, en expliquant que nous sommes des islamo-gauchistes. Pas d'acharnement, j'ai même pas prononcé ce mot-là, c'est vous qui l'avez employé. Je dis vous, pardonnez-moi. Oui. Je mets effectivement un certain nombre de personnes qui nous mettent sur le banc des accusés, alors que je vous demande de savoir qu'est-ce que j'ai fait moi personnellement. Là, vous me citez un texte de Rokhaya Diallo. Qu'est-ce que j'ai fait moi personnellement que vous pourriez me reprocher. Vous la soutenez. Non, mais je n'accepte pas la façon dont M. Bruckner s'est adressé à elle, de la rendre responsable des meurtres. Oui, je le dis et je vous le redis. Et je trouve que la façon dont c'est utilisé... Et vous participez participez à la marche contre l'islamophobie. Et alors, c'est indigne qui a été montée à l'initiative du CCIF. Madame Cabana, il y a un problème. Et on y revient. Oui, mais on y revient. Oui, il y a un problème parce que... Vous vous souvenez que j'étais dans la manifestation pour Mireille Knoll ? Vous savez qui y avait dedans, cette manifestation ? Ça vous a dérangé, Madame Cabana ? Bon, et j'y étais parce que l'antisémitisme, c'est inacceptable. On est d'accord ? L'islamophobie, c'est-à-dire le rejet des musulmans en France, c'est inacceptable. Merci Clémentine Autain pour cette mise au point. Merci d'être venue. Je rappelle le titre de votre livre, À gauche en sortant de l'hypermarché. À tout de suite.